le manoir de Banana Island se dressait tel un monument à l'excès, avec ses murs blancs étincelants, ses immenses baies vitrées et sa pelouse impeccable bordée d'orchidées importées. Dans son vaste domaine, le silence régnait comme une loi. Les membres du personnel se déplaçaient comme des ombres, tête baissée, conversation à voix basse. L'homme aux commandes, Obinomaji Wabushi, était rarement vu, sauf sur convocation. À 35 ans, il était l'un des entrepreneurs technologiques les plus prospères du Nigeria, plus connu pour son silence maussade et son regard glacial que pour le génie qui lui avait permis de bâtir un empire fintech d'1 milliard de dollars. Lorsque la nouvelle femme de chambre arriva au portail du manoir, serrant contre elle son accusé et une lettre de recommandation froissée, personne ne lui prêta vraiment attention. C'était une simple villageoise d'Enugu, qui essayait de se faire une place. Mince et brune, le regard fatigué mais déterminé, Chidinma Okafor gardait la tête basse tandis que tante Philo, la gouvernante en chef, la conduisait à travers les couloirs de marbre poli jusqu'au quartier des domestiques. Règle numéro 1, aboyait tante Philo, on ne parle pas à moins qu'on ne s'adresse à elle. Règle numéro 2, n'entrez jamais dans le salon principal, sauf pour faire le ménage. Et règle numéro 3, restez invisible. Vous n'êtes pas là pour vous faire remarquer. Chidinma hocha la tête en silence, serrant la bandoulière de son sac à main délavé. Elle avait autrefois rêvé de devenir infirmière, mais les rêves étaient coûteux. Le traitement contre la leucémie de son jeune frère avait épuisé leurs économies, la forçant à suspendre ses études et à accepter ce poste. Son avenir tout entier reposait désormais sur le nettoyage des sols et le récurage du carrelage. Dès son premier soir, on lui confia le nettoyage du couloir du fond, près du bureau privé. Tandis qu'elle se déplaçait silencieusement, serpillière et seau à la main, elle remarqua le mobilier coûteux, les tables sculptées à la main du Ghana, les œuvres d'art importées d'Italie et une odeur d'eucalyptus et de glace dans l'air. Obina était rentrée cet après-midi-là, mais elle ne l'avait pas vu, entendant seulement le ronronnement sourd de sa Mercedes Maybach et le raidissement soudain du personnel à son passage. Adi Philo la prévint à nouveau, ne le regardez pas dans les yeux, sinon vous risquez de vous retrouver dans un bus pour Enugu avant l'aube. Chidinma hocha de nouveau la tête, se sentant comme un fantôme sous forme humaine. La nuit, elle se retrouvait allongée sur un matelas fin dans les quartiers des domestiques, incapable de dormir. Les murs étaient fins, l'air étouffant et son estomac creux. La voix de son frère lui manquait, ses rires même en cas de maladie. Le bruit de la pluie sur les toits en zinc, la soupe de sa mère mijotant sur le feu de bois lui manquait. Mais elle devait être forte. C'était pour lui, pour Nandi. Elle ne pleurait pas. Elle n'avait pas pleuré depuis des mois. Mais quelque chose dans la grandeur de la maison, et la sensation d'exiguïté qu'elle lui procurait, lui emplissait la gorge d'une lourdeur insoutenable. À cet instant, elle se jura de persévérer. Même si personne ne la remarquait, elle ferait bien son travail, garderait la tête basse et renverrait chaque kobo gagné chez elle. Amour? Amitié? Bonheur? C'était un luxe pour ceux qui ne dormaient pas à côté de serpillière et de seau. Chidinma se réveilla à l'aube, l'alarme de sa petite montre analogique bourdonnant doucement contre son bras. Elle noua rapidement son foulard, enfila son uniforme, une robe de femme de chambre bleu marine délavée de taille trop grande, et entra pieds nus dans la cuisine. Elle fit bouillir de l'eau, frotta les plans de travail et commença à préparer les légumes sous la supervision de Momon Keshi, la cuisinière la plus âgée, au regard bienveillant mais à la langue bien pendue. Personne ne lui demandait d'où elle venait, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'on le fasse. Ici, les conversations étaient pragmatiques. Passe ceci, lave cela, nettoie plus vite. Mais même en silence, ses pensées remontaient souvent aux routes poussiéreuses d'Enugu, à son enfance dans une cour remplie de rires et de poules. Elle avait été première de sa classe, obtenant une bourse qui aurait dû lui permettre d'intégrer une école d'infirmière. Mais après la mort de son père dans un accident de chantier, tout a changé. Sa mère essayait de survivre en vendant des patates douces frites et de l'akara devant leur propriété. Mais lorsque Nandi tomba malade, les factures d'hôpital les forcèrent à vendre leurs machines à coudre, leur télévision et, enfin, le petit congélateur qu'ils utilisaient pour conserver les aliments.
Les médecins affirmaient que ses chances s'amélioreraient avec une chimiothérapie précoce, mais les hôpitaux publics avaient des listes d'attente trop longues pour survivre. Alors Chidinma fit un choix, douloureux. Elle irait à Lagos, gagnerait de l'argent comme domestique et tenterait de le sauver. De retour au manoir, sa routine devint mécanique. Elle nettoyait les toilettes avec des gants trop grands, polissait les miroirs jusqu'à ce qu'ils brillent et pliait les serviettes comme un origami de précision. Obinna, quant à lui, restait distant, vêtu de cafetans impeccables ou de costumes sur mesure, toujours entouré de ses agents de sécurité ou de ses associés. Il ne s'adressait jamais directement à elle. Un jour, lors d'une réunion du personnel, elle l'aperçut, assis au bout de la longue table à manger, sirotant un café noir pendant que son père, le chef Emeka, parlait d'alliances politiques. Son regard était froid, calculateur et fatigué, comme celui qui avait tout mais n'y trouvait aucune joie. Chidinma se sentait invisible, ce qu'elle accueillit avec plaisir. Moins il la voyait, plus elle se sentait en sécurité. Pourtant, elle ne put s'empêcher d'éprouver un étrange pincement au cœur en passant devant la pièce où se trouvaient les photos d'une jeune femme souriant aux côtés d'Obinna, sa défunte fiancée, peut-être. Le portrait était drapé de soie noire, et une bougie était souvent allumée devant. Les autres servantes murmuraient qu'elle était morte dans un accident d'avion, et qu'Obinna n'avait plus jamais été la même. Chidinma comprenait le deuil. C'était la seule langue qu'elle parlait encore couramment. Le soir, elle sautait souvent le dîner, préférant siroter du gari dans la cuisine, une fois tout le monde couché. Elle s'asseyait sur le carrelage, son peignoir autour d'elle, les yeux fermés, murmurant des prières pour la santé de Nambi. Elle ne s'attendait pas à ce que quoi que ce soit change dans cette maison. Mais un soir, le changement survint, discrètement, de manière inattendue, sous la forme d'un homme qui la croisait toujours comme si elle était là. Il était presque minuit lorsqu'Obinna revint de son voyage d'affaires à Johannesburg. La demeure était silencieuse, enveloppée de ce silence étrange que seules les maisons de milliardaires pouvaient offrir. Pas d'enfants qui couraient, pas de rire, juste le léger tic-tac des horloges murales importées et le bourdonnement lointain des générateurs. Il desserra sa cravate, fatigué et abattu. L'affaire s'était bien passée, mais les victoires ne l'excitaient plus. Tout dans sa vie lui semblait désormais transactionnel, les partenariats, les discours, même sa relation avec Amara. Il entra par l'entrée privée qui donnait sur la cuisine, avec l'intention de prendre une bouteille d'eau avant d'aller se coucher. Mais en s'approchant, il remarqua quelque chose d'étrange. La lumière de la cuisine était toujours allumée. Une règle au manoir était que toutes les lumières, surtout celles du rez-de-chaussée, devaient être éteintes. À 22 heures, Obinna fronça les sourcils et poussa doucement la porte. Et là, recroquevillée comme une enfant oubliée, se trouvait Chidinma. Elle dormait sur le carrelage froid, à côté d'un seau et d'un balai, un vieux papier d'emballage enroulé autour de sa petite silhouette. Une paire de pantoufles usées reposait à ses pieds. Sa tête reposait sur une serviette pliée, et sa respiration était douce et régulière. Son sommeil était d'un calme presque sacré, comme si même ses rêves avaient appris à ne pas faire de bruit. Pendant un long moment, Obinna resta immobile. Il resta là, figé, à l'observer. C'était la même fille qu'il remarquait à peine, celle qui ne croisait jamais son regard, ne parlait jamais, ne se plaignait jamais. Pourtant, elle était là, si vulnérable, si humaine. Quelque chose en lui changea. Il pensa à Edaora, sa défunte fiancée, qui dormait à la bibliothèque pendant la période des examens. Ce souvenir le frappa comme un vent glacial. Sans réfléchir, il s'avança, retira sa veste et la drapa délicatement sur le torse de Chidinma. Elle remua, murmura quelque chose d'inaudible, puis redevint immobile. Lentement, prudemment, comme s'il risquait de la briser, Obinna se pencha et la prit dans ses bras. Elle était plus légère qu'il ne l'aurait cru. Sa peau était chaude, son visage paisible, malgré l'épuisement qui y était gravé. Il la porta hors de la cuisine et monta l'escalier de service, contournant le couloir principal pour éviter d'attirer l'attention. Arrivé à la chambre d'amis la plus proche des quartiers des domestiques, il poussa la porte du pied et la déposa délicatement sur le lit. Pendant un instant,
il resta planté là, le regard fixé sur elle. Puis il tira la couverture sur elle, éteignit la lumière et sortit, fermant la porte derrière lui sans un bruit. Il ne comprenait pas ce qui le poussait à agir ainsi. Peut-être était-ce de la pitié. Peut-être de la curiosité. Ou peut-être, juste peut-être, était-ce la première fois depuis des années que son cœur se souvenait de ce qu'il devait ressentir. Chidama se réveilla en sursaut, sentant une douceur inconnue sous elle. Ses yeux clignèrent, troublés par la vue du linge blanc immaculé et de la table d'appoint en acajou sur laquelle reposait un verre d'eau. Ce n'étaient pas les quartiers du personnel. Son peignoir avait légèrement glissé le long de son épaule, remplacé par quelque chose de lourd et de doux, la veste de costume d'Obina. Elle sentait vaguement l'eau de Cologne et le lointain, une odeur qui lui emplit instantanément la poitrine de panique. Elle se redressa, essayant de se rappeler la dernière chose dont elle se souvenait, finir de passer la serpillière, ses jambes douloureuses cédant, son corps recroquevillé sur le sol de la cuisine tandis que son esprit murmurait des promesses de repos. Mais ce n'était pas le sol. Et quelqu'un l'avait porté jusqu'ici. Cette prise de conscience la frappa violemment. Elle balança ses jambes hors du lit et se releva lentement, craignant que chaque mouvement ne déclenche une réprimande. Et si elle avait dépassé les bornes? Et si tante Philo l'avait découvert? Ou pire, si Obina s'était offusquée? Ses pensées tourbillonnaient d'effroi tandis qu'elle plia soigneusement la veste et la déposait sur le lit comme un tissu sacré. La porte grinça lorsqu'elle l'ouvrit, le cœur battant, prête à rentrer discrètement dans ses appartements. Mais en entrant dans le couloir, elle se figea. Obina se tenait à quelques mètres, à demi tournée, fixant la lune à travers la verrière. Il ne la regarda pas. Il ne parlait pas. Ses bras étaient croisés, son visage indéchiffrable. Elle murmura, « Je suis désolée, monsieur », à peine capable de lever les yeux. Pourtant, il ne bougea pas. Le silence se transforma en un non-dit. Puis il se retourna, scruta brièvement son visage et dit d'une voix calme, « Tu ne devrais pas dormir par terre. » C'était tout. Aucune colère. Aucun jugement. Juste ça. Et sur ces mots, il la dépassa dans le couloir, la laissant stupéfaite. Cette nuit-là, Chidama retourna s'installer sur son matelas dans les quartiers du personnel, incapable de dormir. Des questions la rongeaient. Pourquoi la portait-il? Pourquoi s'en souciait-il? Les jours suivants, Obina évita son regard, retrouvant sa froideur habituelle. Mais quelque chose avait changé. Chidama le sentait à la façon dont ses mains tremblaient lorsqu'il entrait dans la pièce, et à la façon dont ses pensées s'accrochaient à cet instant, à ses bras la soulevant, à la chaleur de sa poitrine à travers sa chemise. Pourtant, elle se disait que cela ne signifiait rien. Les hommes riches comme lui ne se souciaient pas des filles comme elle. C'était peut-être de la pitié, de la culpabilité, ou un réflexe. Elle enfouissait ses sentiments au plus profond d'elle-même, les enfouissant sous la routine, frottant, astiquant, pliant, survivant. Mais cela n'empêchait pas les souvenirs de revenir chaque fois qu'elle entrait dans cette cuisine tard le soir, seule, où un seul acte de gentillesse avait brisé son anonymat silencieux et laissé son cœur sans défense. Le manoir évoluait comme un navire au rang serré, et parmi l'équipage, les ragots allaient bon train. Tante Philo ne tarda pas à remarquer l'air distrait de Chidama, son hésitation au pied de l'escalier, son raidissement au passage d'Obina. Bien que les servantes ne disent rien, son silence était teinté d'une étrange émotion, la confusion, peut-être l'espoir. Philo travaillait dans cette maison depuis près de 10 ans. Elle avait vu des jeunes filles aller et venir, certaines trop audacieuses, d'autres trop naïves. Chidama avait toujours été respectueuse et discrète, ce qui rendait ce récent changement encore plus inquiétant. Un matin, elle appela Chidama dans le garde-manger, et la porte claqua derrière elle comme au début d'un interrogatoire. « Que as-tu fait » demanda-t-elle en croisant ses bras épais sur sa poitrine. « Rien, maman » répondit doucement Chidama. « Alors pourquoi Oga te regarde-t-elle comme ça, Kari Juju » Philo plissa les yeux, ses soupçons s'aiguisant. Chidama secoua la tête. « Je me suis endormie dans la cuisine, c'est sûrement lui, dit-elle d'une voix éteinte.
Elle ne savait pas comment terminer sa phrase. Elle ne voulait pas mentir, mais dire la vérité lui donnait l'impression de marcher sur une mine. Tante Philo ricana. Fais attention à toi. Les hommes riches ne jouent pas franc jeu. Si tu penses à grimper, là où tes jambes ne peuvent pas aller, ton ego finira en disgrâce. Le mot la blessa. Mais Shidama hocha simplement la tête et s'enfuit dès qu'elle fut renvoyée, les yeux brûlants de honte et de confusion. Les rumeurs commencèrent bientôt à enfler comme des vagues silencieuses dans les couloirs. Une autre servante jura avoir vu Obina debout devant la chambre d'Ami la nuit où Shidama y avait dormi. Une autre prétendit l'avoir appelé une fois lors d'une réunion avec le décorateur d'intérieur. Chaque murmure ajoutait une pression supplémentaire sur Shidama, qui se déplaçait alors comme une ombre cherchant à s'effacer. Obina, quant à lui, restait distant, ne lui adressant jamais la parole, mais sa présence lui semblait plus pesante, comme s'il la voyait même sans la regarder. Un après-midi, il passa dans le couloir pendant qu'elle époussetait une sculpture. Leurs regards se croisèrent brièvement, une seconde, moins, mais elle eut l'impression de s'être arrêtée de respirer. Il ne dit pas un mot, ne hocha même pas la tête, mais ne détourna pas le regard non plus. Ce bref instant ne fit qu'intensifier la tension autour d'elle. Le personnel commença à la regarder du coin de l'œil. Une jeune femme de chambre demanda d'une voix taquine, « Tu rêves éveillé, dit Koga va t'épouser. » Shidama les ignora, mais intérieurement, une tempête grondait. Elle n'avait pas demandé cette attention. Tout ce qu'elle voulait, c'était un endroit sûr où travailler et gagner de quoi envoyer de l'argent à la maison. Mais d'une manière ou d'une autre, son monde changeait sans son consentement, et pire encore, son cœur commençait à la trahir, battant plus vite à chaque fois qu'elle entendait la voix d'Obina résonner dans les couloirs. L'amour, se disait-elle, était une chose dangereuse, surtout lorsqu'il portait un costume, possédait un manoir et marchait comme s'il était le maître du monde. Quelque chose commença à changer après cette avalanche de rumeurs. L'air entre Obina et Shidama s'épaissit d'un fil invisible. Ils ne se parlaient jamais directement, mais le silence entre eux était désormais chargé de conscience. Tout commençait par de petites choses. Un jour, tante Philo réprimanda bruyamment Shidama dans le salon pour avoir plié les serviettes des invités dans le mauvais sens. Obina venait de rentrer d'une réunion, toujours vêtu de son cafetan bleu marine impeccable. Il s'arrêta à mi-chemin, observant la scène se dérouler. Quand Philo éleva à nouveau la voix, il dit simplement, « Philo, ça suffit. Je lui ai demandé de le plier comme ça. » Il ne l'avait pas fait. Tout le monde le savait. Mais le silence s'installa dans la salle. La bouche de Philo se contracta. Puis elle se détourna en grommelant. Shidama ne le remercia pas, elle n'en put rien. Elle resta plantée là, stupéfaite. Cette nuit-là, elle était assise tranquillement dans la cuisine, les yeux fixés sur son reflet dans la fenêtre sombre. Que se passait-il? Pourquoi la défendait-il? Ce n'était pas normal. Elle avait l'impression d'être lentement entraînée dans un courant contre lequel elle ne pouvait nager. Obina, de son côté, fit comme si de rien n'était. Il retourna à son bureau, examina ses contrats, appela Dubaï et but du thé sans sucre. Mais quelque chose en lui était agité. À chaque fois qu'il la voyait, quelque chose se détendait dans sa poitrine. Il commença à marcher plus lentement devant la cuisine, s'arrêtant parfois pour l'écouter chanter à voix basse en faisant la vaisselle. Un matin, il l'entendit se parler doucement à elle-même en frottant le sol devant son bureau. Elle priait pour son frère. « Seigneur, s'il te plaît, guéris-le. Ça ne me dérange pas de rester ici pour toujours, tant que Nandi va mieux. » Sa voix était si sincère, si rauque, qu'elle perça les murs épais qu'il avait construits autour de sa propre douleur. Ce soir-là, il appela son médecin traitant. « Trouvez les meilleurs centres de traitement pour la leucémie infantile du pays, lui dit-il. Confidentiellement, le médecin acquiesça, confus mais professionnel. Pendant ce temps, Shidima restait dans l'ignorance. Mais le lendemain, elle trouva une petite enveloppe sur son lit. À l'intérieur se trouvait un bout de papier, une liste d'hôpitaux, chacun marqué d'un astérisque.
Il n'y avait ni note, ni signature. Juste une liste. Elle savait de qui cela venait. Ses mains tremblaient tandis qu'elle pliait le papier et le glissait dans son livre de prière. Elle ne savait pas comment appeler ce qui se passait. Ce n'était pas de l'amitié. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas de la gentillesse au sens où le monde la définissait. C'était quelque chose de plus complexe, doux, silencieux et dangereux. Quelque chose qui pouvait soit lui sauver la vie, soit la ruiner complètement. Les nuages au-dessus de Banana Island s'amoncelèrent ce soir-là, lourds d'avertissement. Le tonnerre gronda comme si le ciel se fracturait, et des éclairs zébrèrent l'horizon avec une violence qui fit trembler les vitres du manoir. L'autre servante se précipita pour fermer les volets de l'étage, mais, confuse, Chidima fut envoyée étendre des draps fraîchement lavés derrière la buanderie indépendante, une zone de la propriété cachée par de hautes et rarement visitée la nuit. Elle se déplaça rapidement, essayant d'épingler le linge avant que les nuages n'éclatent, ses pieds nus pataugeant dans la boue molle. Mais au moment où elle achevait le dernier coin, le ciel s'ouvrit, déferlant à torrents. Elle attrapa les draps et courut vers l'arrière du bâtiment, mais découvrit la lourde porte de service claquée et verrouillée. Elle frappa dessus en criant, mais la pluie étouffa sa voix. Elle frappa encore et encore, le corps trempé, le tissu lui collant comme une seconde peau, jusqu'à ce qu'elle abandonne et s'effondre contre le mur, frissonnante. L'eau ruissela sur son cuir chevelu et dans ses yeux, engourdissant ses doigts. Elle enroula ses bras autour d'elle et tenta de respirer. Personne ne savait qu'elle était là. Personne ne l'entendrait. Mais quelqu'un, si. Obina revenait tout juste d'une réunion du conseil d'administration dans un hôtel voisin. À peine sorti de sa voiture, il remarqua un mouvement soudain près de la buanderie, quelque chose de voûté et tremblant sous l'eau qui coulait. Sa première pensée fut l'inquiétude, puis l'instinct. Sans même enlever son manteau, il trottina sous la pluie, lorsqu'il s'approcha, il la vit, Chidima, accroupie et trempée, claquant des dents de façon incontrôlable. Elle ne releva la tête que lorsqu'il s'agenouilla près d'elle. Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance et de honte, mais elle ne dit rien. « Que fais-tu ici » demanda-t-il, mais sa voix était plus douce qu'il ne l'aurait cru. Elle essaya de parler, mais ses lèvres étaient trop froides. Sans hésiter, il retira sa veste de costume et l'enroula autour de ses épaules, puis lui prit le bras et l'aida à se relever. Elle était faible, prise de vertige, et s'appuya contre lui tandis qu'il retournait précipitamment à la maison à travers la tempête. À l'intérieur, il n'appela aucun membre du personnel. Il ne cria pas. Au lieu de cela, il l'emmena dans la salle de bain des invités près de son bureau, alluma le chauffe-eau et laissa une pile de serviettes propres sur le comptoir. « Change-toi, dit-il avant de sortir. Je t'envoie du thé. » Sa voix était ferme, mais pas cruelle. Pour la deuxième fois en 2 semaines, il l'avait vue dans toute sa vulnérabilité, et il n'avait pas détourné le regard. L'orage était passé le matin, mais un nouvel orage s'était déclaré l'après-midi. Amara Nwankwo, drapé dans un cafetan jaune moutarde, chaussé de lunettes de soleil de créateur et d'un sourcil parfaitement dessiné, sortit de sa Lexus champagne et entra dans la demeure telle une reine reconquérant son trône. Son parfum, intense, captura l'attention de tous les membres du personnel à portée de nez. Tante Philo l'accueillit comme une vieille amie, tout sourire et dents en l'air, l'escortant jusqu'au salon principal et louant son teint. Amara, cependant, avait les yeux rivés sur une chose, Obina, et ce qu'elle voyait ne lui plaisait pas. Son petit ami, réservé et intouchable, avait changé ces derniers temps. Distrait pendant les appels, indisponible émotionnellement et, pire encore, vague sur ce qui occupait ses journées. Lorsqu'il descendit l'escalier, fraîchement rasé et vêtu de la tenue traditionnelle des sénateurs de la marine, elle se leva et lui déposa un long baiser sur la joue. « Tu as maigri » dit-elle, mi-inquiète, mi-accusatrice. Il hocha simplement la tête, se servit un verre et lui proposa un siège. « Je ne savais pas que tu venais » dit-il froidement. Elle esquissa un léger sourire. Les surprises, ça rafraîchit les choses, non? Plus tard dans la soirée, Amara entra dans la cuisine, ses talons claquant comme des balles sur le carrelage.
Elle trouva Shidenma en train de rincer des épinards près de l'évier. Leurs regards se croisèrent. Pendant une seconde, rien ne fut dit, mais l'air était lourd de jugement. Le regard d'Amara scruta les vêtements de Shidenma, sa posture, ses pieds nus. « Tu es la nouvelle servante, n'est-ce pas ?» demanda Amara. Shidenma acquiesça. « Oui, maman. » Amara s'approcha, prit un morceau de washtagu et l'examina comme un bijou. « Tu as l'air bien ici, » dit-elle sans la regarder. Shidenma cligna des yeux, incertaine de la réponse. « C'est une belle maison, maman. Je t'en suis reconnaissante. » Amara sourit et croisa enfin mon regard. « Espérons que tu te souviennes de ta place. » Sur ce, elle s'éloigna. Mais l'avertissement persistait dans sa voix. Ce soir-là, alors qu'Obina et Amara étaient assis sur la terrasse pour dîner, Shidenma les servit en silence, les mains légèrement tremblantes. Elle sentait Amara observer chacun de ses mouvements. Mais Obina restait étrangement distant avec son invité, lui offrant des réponses polies et un sourire minimaliste. Amara le remarqua aussi. Et une flamme de suspicion s'alluma en lui. Elle n'avait peut-être pas encore le cœur à l'épreuve, mais elle avait l'instinct d'une femme habituée à son territoire, et quelqu'un avait osé s'y aventurer. Ce dîner était l'idée d'Obina, une réunion formelle entre proches associés, amis politiques et élites de la société. Il voulait que ce soit simple. Des spécialités préparées par un traiteur, une douce musique higlife, un jardin extérieur faiblement éclairé et pas de presse. Amara, cependant, insistait sur la grandeur. Que les gens se souviennent de qui est Obina Majobushi, lui avait-elle dit. Elle supervisait les compositions florales, le plan de table et même les uniformes des serveurs. Shidenma se contentait d'aider le personnel de cuisine et de servir les boissons, rien de plus. Pourtant, le destin voulut que lorsque le serveur principal trébucha sur une pièce centrale florale, faisant tomber un plateau de verre à vin, ce fut Shidenma qui fut la plus proche. Réagissant rapidement, elle attrapa le plateau en plein vol et sauva la plupart des verres. Quelques-uns se renversèrent et, dans le chaos, une épaisse éclaboussure de vin rouge atterrit sur la robe rose pâle d'Amara. Le silence retomba dans la pièce. Amara baissa les yeux, la poitrine gonflée par une fureur contenue. Lentement, elle se tourna vers Shidenma. « Idiote !» s'exclama-t-elle d'une voix plus forte que la musique. « Sais-tu combien coûte cette robe ?» Sa main se tendit et, pendant une seconde terrifiante, on aurait dit qu'elle allait la gifler. Mais Obina se leva. « Ça suffit, Amara, dit-il sèchement. La foule regardait, stupéfaite. Amara se figea, clignant des yeux. « Elle a ruiné ma robe » siffla-t-elle. « Elle aidait » répondit Obina en se plaçant à côté de Shidenma, entre les deux femmes. Elle évita un désastre total. Tout le monde le vit. Sa voix était calme, mais ferme. Amara rougit d'humiliation, puis se retourna brusquement et s'éloigna en trombe. Les invités s'agitèrent, mal à l'aise, avant de reprendre leur conversation, faisant comme si de rien n'était. Shidenma resta là, stupéfaite, hésitant entre fuir et s'incliner. Obina la regarda, son regard plus doux maintenant. « Rentre, dit-il doucement. Tu en as assez fait. » Elle acquiesça et disparut dans la maison, le cœur battant. Cette nuit-là, dans la solitude de sa petite chambre, elle s'assit sur son lit et pleura, non pas de peur, mais d'une étrange vague d'émotion qu'elle ne trouvait pas de mots. Quelqu'un l'avait défendue. En public. Devant la femme qu'il était censé épouser. Et cette personne, c'était Obina. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait considérée, non pas seulement comme une servante, une pauvre fille ou un fardeau, mais comme un être humain. Et cela l'effrayait plus que tout. La nuit qui suivit le dîner désastreux s'éternisa. Le manoir, habituellement bourdonnant de pas et de murmures, semblait étrangement calme. Shidenma garda ses distances toute la journée, passant la majeure partie de la journée seule dans la buanderie et le jardin, à laver le linge d'une main tremblante. Ses joues brûlaient encore au souvenir de la voix d'Amara la réprimandant devant tout le monde.
Même si Obina l'avait défendue, la honte la submergeait. Elle ne savait pas comment interpréter sa défense. Était-ce de la gentillesse? De la culpabilité? Ou quelque chose de bien plus dangereux? Juste après le coucher du soleil, le jardin à l'extérieur de l'aile se tut sous un clair de lune bleutée. Le parfum de l'hibiscus et de la terre humide emplissait l'air. Shidenma s'y rendit pour se changer les idées, s'essuyant les mains sur son tablier et serrant fermement ses coudes. Elle n'avait pas remarqué qu'Obina s'engageait sur le chemin pavé jusqu'à ce qu'il l'appelle doucement, comme quelqu'un qui goûte un mot qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Shidenma, dit-il. Son cœur fit un bond. Elle se retourna lentement, les yeux écarquillés et prudents. Il n'était pas habillé de manière formelle ce soir-là, juste une simple chemise blanche et un pantalon noir. Plus simple qu'elle ne l'avait jamais vu. Il avait l'air humain. Fatigué, même. Je suis désolé pour hier soir, dit-il doucement en s'approchant. J'aurais dû m'y prendre différemment. Shidenma secoua la tête. Vous n'avez rien fait de mal, monsieur. Mais Obina soupira et s'assit sur le banc de bois près du mur du jardin, lui faisant signe de s'asseoir si elle le souhaitait. Hésitante, elle le rejoignit, laissant suffisamment d'espace entre eux pour y placer un panier. Pendant quelques secondes, ils restèrent assis en silence. Puis Obina prit la parole, d'une voix basse et brisée. Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un, dit-il. Il y a des années. Elle s'appelait Adora. Nous étions fiancés. Elle devait emménager après notre mariage. Il marqua une pause. Son avion s'était écrasé au-dessus de l'Atlantique. Elle revenait d'un congrès médical en France. Shidenma retint son souffle. Elle le regarda pleinement pour la première fois. Non pas comme son employeur, ni comme l'homme au regard silencieux, mais comme une personne brisée. « Je suis vraiment désolé », murmura-t-elle. Obina continua. « Depuis, j'ai fermé la porte à beaucoup de choses. Surtout des sentiments. Je me suis plongé dans le travail. Je me disais que les gens étaient des distractions, que les relations affaiblissaient. » Il rit amèrement. Mais en vérité, j'avais juste peur de ressentir à nouveau. Parce que ressentir, c'est perdre à nouveau. Les doigts de Shidenma se crispèrent sur le bord du banc. Lentement, répondit-elle, je sais aussi ce que ressent la peur. Mon frère a un cancer. Je le vois lutter pour sa vie à travers un écran. Chaque kobo que je gagne, je l'envoie chez moi. C'est pour ça que je suis venu ici. Amour, joie, et même repos. Ce sont des luxes que je ne peux pas me permettre. Leurs regards se croisèrent à nouveau, cette fois crus et sans défense. À cet instant, quelque chose changea. Un fil fragile de compréhension les reliait. Pas de romance, pas encore, mais la reconnaissance de deux âmes qui semblaient trop jeunes. Deux personnes portant des blessures trop profondes pour être pensées. Au matin, la conversation sur le banc du jardin s'était déjà transformée en chuchotement à l'intérieur de la maison. L'une des plus jeunes servantes avait aperçu Obina et Shidenma assis dans le jardin, parlant doucement, trop près, trop confortablement. Dans un endroit comme celui-ci, les mots allaient plus vite que la lumière. Les rumeurs s'agitaient avec une excitation dangereuse. Certains disaient qu'Obina était tombé amoureux d'elle. D'autres affirmaient que Shidenma l'avait ensorcelée. Tante Philo, cependant, était furieuse. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement de ragots. C'était une menace pour l'ordre de la maison. Shidenma, à son avis, était devenue trop à l'aise, trop visible. Cet après-midi-là, elle réunit le personnel de cuisine à huis clos, d'une voix aigre et chargée. Tout commence par de petites choses. Je contacte, je fais de petits cadeaux, je discute jardin. Et en un clin d'œil, la jeune fille est en dentelle blanche et assise en bout de table. Les autres servantes ricanèrent, mais Shidenma, qui venait d'entrer pour déposer du linge, entendit tout. Son estomac se serra. Elle se retourna et partit en silence, les larmes aux yeux. Elle n'avait rien fait de mal.
Mais à leurs yeux, elle était déjà coupable d'avoir osé se montrer. Ce soir-là, Obina remarqua son absence au dîner. Lorsqu'il lui demanda où elle était, l'un des employés balbutia et évita son regard. Il ne dit rien de plus, mais il savait. Il sentait le changement, l'air tendu, la façon dont les portes s'immobilisaient dès qu'il entrait dans une pièce. Plus tard dans la soirée, il appela son père, le chef Emika, pour prendre de ses nouvelles. Comme d'habitude, le vieil homme alla droit au but. « Obina, j'entends des bêtises. » Obina ferma les yeux et se laissa aller dans son fauteuil. « À propos de quoi ?» demanda-t-il. « À propos de vous et d'une femme de ménage, » répondit sèchement le chef Emika. « Ne faites pas l'idiot. Ces choses-là parviennent au club, aux conseils municipaux, aux donateurs des partis. Vous savez qui est votre fiancée, de quelle famille elle vient. Ne gâche pas tout ça. » Obina resta silencieuse un instant avant de dire « Amara n'est pas ma femme. Et elle ne le sera jamais. » La chef Emika rit froidement. « Mon fils, tu ne peux pas épouser une fille qui récure tes toilettes. Réveille-toi. Ces gens ne sont pas à votre niveau. Vous les élevez et ils vous rabaissent. » Le ton d'Obina changea. « Ce n'est pas qu'une bonne, papa. » Ce silence à l'autre bout du fil en disait long. « Tu as perdu le fil, » dit finalement Emika. « Je te laisse le temps de mettre de l'ordre dans ta maison. Car le nom de cette famille ne sera pas traîné dans la boue à cause de ta confusion émotionnelle. » Il a raccroché. Obina était assis là, le cœur battant. Dehors, les lumières du jardin clignotaient à un rythme calme. À l'intérieur, la guerre avait commencé. Ce n'était plus seulement une question de statut ou de classe. C'était une question d'identité, de dignité, et de savoir s'il avait la force de choisir pour lui-même dans un monde qui exigeait qu'il vive pour les autres. Le soleil matinal se levait sur Banana Island, mais il n'apportait aucune chaleur à la journée de Chidima. Elle fut appelée à la cuisine principale par tante Philo, alors qu'elle essuyait encore la rampe de l'escalier. Ses mains étaient humides d'eau savonneuse, son tablier toujours noué. Elle entra lentement, sentant déjà que quelque chose clochait au silence pesant qui régnait. Tante Philo ne perdit pas de temps. Elle jeta une lettre pliée sur le comptoir comme si c'était une simple facture oubliée. « Tu as été relevé de tes fonctions, » dit-elle, les bras croisés, le visage indéchiffrable. « Vous serez payé pour le reste du mois. Vos affaires sont en train d'être emballées. Vous devez partir avant la tombée de la nuit. » Chidima cligna des yeux. « Maman, pourquoi ?» Sa voix se brisa. « Je n'ai pas volé. Je n'ai pas n'insulte pas mon intelligence, la coupa Philo. Cette maison a des règles. Tu les as enfreintes. Tu crois être la première fille qu'Oga a regardée? Tu te crois spéciale. Laisse-moi t'épargner ce chagrin. Tu n'es rien de plus qu'un cas de charité pour lui. Retourne auprès de ton frère. Tu me remercieras un jour. » Ces mots me transpercèrent profondément. Chidima serra les dents, essayant de ne pas pleurer. « Je peux au moins te dire au revoir, » demanda-t-elle. « Il n'est pas là, » mentit Philo. Et même s'il l'était, il ne voudrait pas être dérangé par ses bêtises. Chidima déglutit difficilement et hocha la tête. Elle prit la lettre d'une main tremblante, quitta la cuisine et se dirigea vers les quartiers du personnel, où elle rangea ses affaires en silence, l'esprit en ébullition. Elle quitta le manoir juste avant le coucher du soleil. Personne ne l'escorta jusqu'au portail. Personne ne lui offrit d'eau ni ne lui posa de questions. Elle sortit dans la rue tranquille de Banana Island, avec pour seul bagage son sac et le souvenir du jardin, la chaleur de la veste d'Obina, et la douleur silencieuse de tout ce qu'il n'avait jamais dit. Elle ne savait même pas si Obina était au courant. Sa fierté l'empêchait de poser la question. Elle marcha jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche, monta dans un danfo pour Ojalegba et pleura doucement contre la fenêtre tandis que les lampadaires clignotaient. Au même instant, Obina revenait d'une réunion stratégique à Ikoyi. Dès qu'il entra et ne la vit plus, il comprit. Quelque chose clochait.
Il appela immédiatement Philo. « Où est Chidima » demanda-t-il. « Elle est partie » répondit Philo d'un ton détaché. « Tu étais trop distrait. »« Je m'en suis occupé. » La mâchoire d'Obina se crispa. « Tu as fait quoi ?»« Je l'ai virée » s'exclama-t-elle, avant de plonger toute la maison dans le scandale. Elle était trop proche, trop audacieuse. Silence. Puis Obina parla lentement, d'une voix dangereuse. « Fais tes bagages aussi, Philo. Vous êtes viré. »« Monsieur, vous m'avez bien entendu. J'aurai votre indemnité de départ demain. » Il raccrocha. Mais le mal était déjà fait. Elle avait disparu, et il ne savait plus où la retrouver. La maison ne ressemblait plus à un foyer. Les murs résonnaient plus fort que d'habitude, les lustres de verre semblaient plus froids et le personnel marchait sur des œufs. Obina arpentait le manoir, son calme habituel étant maintenant brisé par une agitation grandissante que tout le monde remarquait. Dès qu'il franchit la porte d'entrée ce soir-là, sans la voir dans son coin habituel, près de l'escalier, ni entendre ses pas légers dans le couloir, quelque chose en lui se troubla. Il demanda nonchalamment à l'un des chauffeurs, « Avez-vous vu Chidima ?» L'homme cligna des yeux, surpris. « Elle est partie, monsieur, hier soir. » Tante Philo annonça qu'elle était renvoyée. Ces mots frappèrent Obina comme une gifle inattendue. Renvoyée ? À son insu ? Son expression se durcit tandis qu'il se retournait et se dirigeait vers la cuisine. Tante Philo venait de terminer de ranger les produits secs lorsqu'il entra, sa présence emplissant la pièce comme un nuage d'orage. « Pourquoi l'as-tu renvoyée » demanda-t-il d'une voix dangereusement calme. Philo se redressa, serrant son bloc-notes comme un bouclier. « Monsieur, j'ai fait ce que j'avais à faire. » La fille devenait une distraction. Elle était ça suffit, coupa-t-il. Tu ne prends pas ces décisions. Pas sans moi. Elle ouvrit la bouche, mais il leva la main. Faites vos bagages. Vous n'êtes plus les bienvenus ici. Le reste du personnel regarda, stupéfait, tante Philo quitter la maison cet après-midi-là. Après cela, Obina ne dit plus grand-chose à personne. Il se retira dans son bureau, mais ce n'était plus le refuge réconfortant qu'il avait été autrefois. Le jardin était désert. Le couloir où elle passait la serpillière brillait trop fort, comme pour effacer tout souvenir d'elle. Sa présence était devenue partie intégrante du rythme de la maison. On avait maintenant l'impression que quelqu'un avait coupé la musique en plein milieu d'une chanson. Il était assis près de la fenêtre donnant sur la cour, rejouant et rejouant chacune de leurs conversations. Ses prières murmurées, ses mains tremblantes tenant une serpillière, son rire doux, celui de l'avoir entendu plaisanter avec son chauffeur. Tout en elle le hantait. Non pas dans un fantasme romantique, mais d'une manière profonde et troublante qui le tiraillait. Il l'avait laissé s'échapper. Pire encore, il l'avait laissé sans protection. La culpabilité le rongeait. Cette nuit-là, il se retourna dans son lit, les draps emmêlés autour de ses jambes, incapable de dormir. Au matin, il appela l'hôpital d'Enugu où elle lui avait dit un jour que son frère était soigné. Il n'avait ni adresse, ni contact, juste le nom de Nandi Okafor. Il a donné ce nom à son assistant personnel. « Trouvez-les, dit-il, coûte que coûte, et réservez-moi le prochain vol pour Enugu. » Enugu accueillit Obina avec sa terre rouge familière et sa brise humide. Contrairement à Lagos, ici, pas de lumière clignotante ni d'autoroute tentaculaire, juste une succession de danfos roulant lentement, de tricycles jaunes et de rangées de marchands ambulants sous des parapluies recouverts de rubans adhésifs. Il avait envoyé son assistant en avant pour se renseigner à l'hôpital public où étaient soignés les patients atteints de cancer infantile. Il leur a fallu des heures d'interrogatoire minutieux et de paiement discret, mais ils ont finalement trouvé une piste. Une jeune femme nommée Chidima Okafor se rendait souvent au service pédiatrique, dormant parfois dans la buanderie en attendant la fin de la chimiothérapie de son frère. Forte de ces informations, Obina est arrivée à l'hôpital tôt le matin, vêtue d'une simple chemise et d'un jean pour éviter toute attention. Son agent de sécurité était resté dehors, lui laissant de l'espace. À l'intérieur,
le couloir sentait le désinfectant et la lutte humaine. Les murs étaient fissurés, et les infirmières se précipitaient devant lui sans un regard. Puis il la vit. Elle était agenouillée près d'une pile de draps d'hôpital, frottant les taches de sang sur un drap avec une brosse en plastique. Son peignoir était délavé, ses cheveux attachés en un chignon grossier et ses mains irritées par le frottement. Pourtant, il y avait quelque chose de serein en elle, comme quelqu'un qui avait accepté la souffrance sans la laisser briser son esprit. Il resta silencieux au début. Il l'observait de loin, le cœur serré. Elle paraissait plus maigre, fatiguée. Son dos était voûté et ses mouvements plus lents. Finalement, il s'avança, ses chaussures raclant le carrelage. Elle se retourna au bruit, et lorsque son regard croisa le sien, le monde entier sembla se figer. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, stupéfaites. Puis elle se leva et essuya ses mains mouillées sur son papier d'emballage. « Monsieur » murmura-t-elle. « Que faites-vous ici » Sa voix tremblait, même s'il essayait de la calmer. « Je suis venu te trouver. » Elle regarda nerveusement autour d'elle, comme si elle attendait qu'on lui dise que tout cela n'était qu'un rêve cruel. « Comment as-tu su où chercher » Il fit un pas de plus. « Tu m'as parlé de ton frère. » Je me suis souvenu de l'hôpital. Un silence s'est à nouveau installé entre eux, épais et fragile. Elle baissa les yeux. Tu n'aurais pas dû venir. Je ne viendrai pas. Je n'appartiens pas à ton monde. Il lui prit doucement la main. Ta place est là où est ton cœur, et le mien me fait mal depuis ton départ. Sa gorge se serra. Elle ne pouvait plus parler. Les murs de l'hôpital autour de lui devinrent floués, pour la première fois depuis des semaines, des larmes coulèrent librement sur ses joues. Il les essuya du pouce. Rentre à la maison, Chidinma, dit-il doucement. S'il te plaît. Plus tard dans la journée, Chidinma était assis sous le manguier, près de l'hôpital, avec Obina, son frère dormant dans la salle commune. Le soleil commençait à se coucher, projetant de chaudes traînées oranges sur le mur de l'hôpital, et pourtant son cœur restait sur ses gardes. Même si elle désirait ardemment se laisser bercer par le rythme de sa voix, par la sécurité de ses bras, une voix intérieure lui rappelait la réalité. Ce n'est pas si simple, dit-elle après un long silence. Il y a des gens qui me détestent juste parce qu'on me voit avec toi. J'étais humilié. Je suis parti sans un mot. Cette blessure est encore vive. Obina hocha la tête, les yeux fixés sur une balançoire rouillée près du pavillon des enfants. Tu as raison. Ce n'est pas simple. Mais rien de ce qui en vaut la peine ne l'est jamais. J'aurais dû te protéger. J'ai laissé d'autres agir à ma place. Je t'ai laissé porter une honte que tu n'avais jamais méritée. Il se tourna vers elle. Je ne peux pas défaire ce qui s'est passé. Mais je peux t'offrir mieux. Un endroit où personne ne décide de votre valeur. Ni en tant que domestique, ni en tant qu'organisme de bienfaisance. Mais en tant que femme. Partenaire. Une personne digne. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais cette fois-ci d'une lueur différente. De l'espoir. Et ta famille, demanda-t-elle. Et Amara? Le public? Obina esquissa un léger sourire. Qu'il parle. Qu'il se brûle la langue. J'en ai assez de vivre une vie qui plaît à tout le monde sauf à moi. Chidinma le fixa du regard, cherchant la sincérité dans ses yeux. Et elle la trouva. Pourtant, elle secoua lentement la tête. Je ne peux pas redevenir servante. Je ne peux pas m'agenouiller à nouveau pour te servir. J'ai été sous trop de tables dans ma vie. J'en ai assez de regarder ceux qui me regardent de haut. Obina lui reprit doucement la main. Puis je reviendrai sous une autre forme. J'ai créé une fondation pour les enfants défavorisés et les patients atteints de cancer. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer ce programme de sensibilisation. Quelqu'un avec du cœur. Quelqu'un qui sait ce que signifie se battre depuis le bas. Chidinma cligna des yeux, stupéfaite.
Tu veux que je travaille avec toi? Oui, répondit-il. Pas en dessous de moi. À mes côtés. Elle expira en tremblant. La petite fille qui rêvait autrefois de devenir infirmière remua à nouveau dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, ce rêve ne lui semblait pas ridicule. Cela semblait possible. Elle regarda à nouveau la salle d'hôpital. Laissez-moi organiser la prochaine série de soins pour mon frère. Donne-moi 2 jours. Obina hocha la tête. Prends tout le temps qu'il te faut. Je serai là. À attendre. Et pour la première fois depuis longtemps, le coucher du soleil ne semblait pas être une fin. C'était comme un début. Quand Chidinma est rentré à Lagos avec Obina, ce n'était pas à l'arrière d'un Danfo Bondeni avec ses affaires entassées dans un sac indispensable du Ghana. C'était dans son élégant SUV noir. Assise à côté de lui, silencieusement émerveillée, les yeux écarquillés, elle contemplait la silhouette familière de Lagos s'élever tel un géant. Mais cette fois, elle ne retournerait pas sur l'île Banana en tant que domestique. Obina s'en était assuré. Il lui a réservé un appartement temporaire près des nouveaux bureaux de sa fondation philanthropique, un espace aéré surplombant la lagune de Lekki, avec des rideaux blancs, des meubles moelleux et aucun souvenir de rumeurs chuchotées ni de regards indiscrets. Dès son retour, on la présenta comme la coordinatrice du programme « Espoir au-delà des murs », un projet visant à financer l'accès aux soins de santé pour les enfants défavorisés des communautés rurales et à faible revenu. Chidinma se tenait, maladroite, devant la petite équipe réunie pour l'accueil, vêtue d'un chemisier et d'une jupe modeste qu'Obina lui avait envoyée. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle parlait, mais sa conviction restait ferme. « Je sais ce que signifie se battre pour quelqu'un qu'on aime quand le monde ne nous donne rien, » dit-elle. « Alors, pour moi, ce n'est pas que du travail. C'est personnel. » Le silence se fit dans la salle, touché par la sincérité de son ton. Pendant ce temps, au manoir, le personnel était sous le choc des changements. L'absence de tante Philo se fit vite sentir, son ordre strict remplacé par un silence gêné. Certains membres du personnel murmurèrent au sujet du retour de Chidinma, bien qu'aucun ne l'ait encore vu. La rumeur courut qu'elle travaillait désormais dans un bureau avec une table en verre et qu'elle avait même son propre chauffeur. Obina n'a fait aucun effort pour clarifier ou défendre quoi que ce soit. Sa décision était prise. Lors d'une réunion discrète avec son gestionnaire immobilier, il a officiellement ordonné la suppression du dossier personnel de Chidinma. « Elle ne fait plus partie de notre personnel, » dit-il. « Traitez-la avec le même respect que vous me portez. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Mais tout le monde n'accepta pas facilement la nouvelle réalité. Quelques fidèles de Philo grommellent, se demandant ce que Chidinma avait bien pu faire pour obtenir une telle faveur. D'autres, surtout des jeunes employés, inspirés par son parcours, se murmurent « Si Chidinma peut se sortir de cet uniforme, peut-être que moi aussi. » Les divisions sociales dans la maison ne disparurent pas du jour au lendemain, mais elles tremblèrent, ne serait-ce que légèrement. Quant à Obina, il se surprit à sourire à nouveau, non seulement de soulagement, mais aussi d'une manière plus profonde. La présence de Chidinma, désormais revenu à ses propres conditions, avait à nouveau empli la maison de chaleur. Mais cette fois, ce n'était pas caché dans l'ombre. C'était une entrée en lumière, sans complexe. La transition d'une tension silencieuse à une forme d'affection ne fut pas soudaine. Obina et Chidinma naviguaient encore sur la pointe des pieds, tels 2 danseurs hésitants à qui donner le ton. Leurs interactions étaient subtiles, sourires échangés dans les couloirs, mains effleurant les dossiers lors des réunions d'équipe, conversations qui s'éternisaient inutilement. Pas de baiser théâtral, pas de confession précipitée. Au contraire, la croissance a été au rendez-vous. Un soir, après une longue journée de visite dans les cliniques pédiatriques de Makoko, ils sont retournés à son bureau pour examiner les demandes de subvention. Obina lui a apporté à manger, de la soupe au poivre et des agidés emballés dans du papier aluminium. « Je ne savais pas ce que tu aurais envie de manger, » dit-il, légèrement gêné. Chidinma rit, touché. « Tu te souviens que j'aime les agidés ?» Il haussa les épaules et détourna le regard.
Je me souviens de tout. Ce soir-là, ils étaient assis côte à côte sur le canapé de son bureau, mangeant avec des cuillères en plastique et riant d'un petit garçon qui insistait pour appeler Obina gouverneur tout l'après-midi. Tu avais l'air d'un homme dans cette Ikbata, la taquina-t-elle. Il sourit sincèrement, un sourire rare et magnifique. Je préfère être celui qui lui apporte des médicaments que celui qui lui serre la main pour les séances photos. Elle l'observa alors attentivement, son cœur s'attendrissant encore davantage. Il n'était plus seulement le milliardaire qui la dépassait autrefois comme si elle était invisible. Il était désormais l'homme qui la voyait vraiment. Il n'a pas fallu longtemps pour que les gens commencent à les remarquer. Des photos de travaillant ensemble sont apparues sur un blog lifestyle après un événement caritatif. Obina remettait un chèque tandis que Chidinma se tenait à ses côtés, vêtu d'une robe en dentelle verte, sa coupe afro dégagée, le sourire assuré. La légende disait, le milliardaire technologique Obina Madjuabuchi sort avec la tête de la fondation. Alerte nouveau couple. Les commentaires ont explosé. Certains étaient gentils, louant la grâce de Chidinma. D'autres étaient cruels, la traînant à cause de ses origines. Mais la tempête ne l'ébranla pas. Elle avait déjà traversé des épreuves bien plus difficiles. Obina, cependant, se tenait plus droite à ses côtés lors de ses sorties publiques. Lors d'une conférence de presse, un journaliste lui a demandé « Cette jeune femme est-elle la nouvelle femme de votre vie ?» Obina s'est arrêtée, a jeté un coup d'œil à Chidinma, puis a souri. « C'est quelqu'un de très important pour moi, » a-t-il dit. « Et je suis fier d'elle. » Cette déclaration discrète comptait plus pour elle que n'importe quel bouquet ou cadeau coûteux. C'était public, clair et délibéré. Le soir, de retour à son appartement, elle s'asseyait sur le balcon et laissait les lumières de la ville scintiller dans ses pensées. Elle tombait amoureuse, non seulement d'Obina, mais de la femme qu'elle devenait à ses côtés. Plus fort. Plus fort. Plus visible. Et au fil des jours, le lien autrefois interdit qui les unissait commençait à paraître inévitable, comme quelque chose qui aurait attendu des années avant de s'épanouir. Le gala devait célébrer le premier anniversaire de l'initiative « Espoir au-delà des murs ». Obina l'avait organisé pour remercier les donateurs, les partenaires et les hôpitaux avec lesquels il collaborait. Mais secrètement, il avait un autre projet. L'événement se tenait au Civic Center de l'île Victoria, décoré de rideaux dorés et de lumières émeraudes. Chidinma portait une longue robe fluide orange brûlée, sa peau rayonnant sous les lustres. Elle se déplaçait avec assurance dans la salle, discutant avec les invités, répondant aux questions des journalistes et serrant même dans ses bras quelques enfants venus la remercier. Obina, vêtue d'un smoking bleu marine profond, ne la quittait pas des yeux. De temps à autre, il la retrouvait de l'autre côté de la pièce, et leurs regards se croisaient. Un simple regard lui rappela la raison de son projet. Quand vint son tour de prononcer le discours de clôture, la salle s'assombrit et tout le monde se tourna vers l'estrade. Obina s'approcha lentement, le cœur battant. Il a parlé de la mission de la fondation, des enfants qu'elle avait aidés et de la communauté qu'elle avait bâtie. Puis il a marqué une pause. « J'ai encore un cadeau à offrir ce soir », a-t-il dit en regardant Chidinma droit dans les yeux. Il descendit de scène, traversa l'allée centrale et s'arrêta juste devant elle. La foule haleta lorsqu'une petite boîte en velours apparut dans sa main. « Chidinma Okafor, dit-il d'une voix ferme mais tendre, tu es entré dans ma vie discrètement, humblement, et tu as tout changé. Tu m'as rappelé ce que je ressentais. Tu as donné un sens à mon silence. Veux-tu m'épouser ?» L'espace d'un instant, la pièce resta silencieuse. Ses yeux s'écarquillèrent, sa main se porta à sa poitrine et une larme coula sur sa joue. Lentement, elle hocha la tête. « Oui » murmura-t-elle. « Oui. » La salle a éclaté en applaudissements, certains haletants, d'autres acclamant. D'autres sont restés muets de stupeur. Amara, observant depuis le fond de la salle, serrait si fort sa coupe de champagne qu'elle se fendait. Mais personne ne le remarqua. Tous les regards étaient rivés sur le couple au centre. Obina glissait une bague délicate au doigt de Chidinma, puis la serrait dans ses bras.
Pour la première fois en public, il l'embrassa sur le front. Ce n'était plus seulement une histoire d'amour. C'était une déclaration. Cette dignité ne s'achète pas. Cet amour peut naître des endroits les plus inattendus. Une servante peut devenir non seulement une partenaire, mais un avenir. Le lendemain de la proposition, les gros titres étaient partout. Le milliardaire magnate de la technologie Obina Madjuabuchi avait engagé une ancienne domestique devenue responsable d'une œuvre philanthropique. Les tabloïds se sont délectés du contraste, affichant de vieilles photos de Chidinma dans son uniforme de domestique délavé à côté de clichés récents d'elle en robe de soirée, sa posture autrefois humble ayant laissé place à une grâce posée. Si certains ont salué cette histoire d'amour, symbole d'espoir et de progrès moderne, d'autres l'ont qualifiée d'imprudente, de scandaleuse, voire d'humiliante pour l'élite de la famille Madjuabuchi. Le chef Emeka n'a pas perdu de temps. Le soir même, il convoqua son fils dans son bureau, dans la résidence familiale d'Akwaya, une forteresse lambrissée ornée de portraits d'ancêtres en agbata et aux poses figées. L'aîné Madjuabuchi était assis derrière un bureau en acajou gris, sa canne posée sur sa jambe, le regard sévère et orageux. « Je ne t'ai pas élevé pour que le nom de cette famille soit jeté aux oubliettes, » dit-il sans préambule. « Une servante, Obina? Une femme de ménage? Tu pensais ?» Obina ne broncha pas. « Pour une fois, je réfléchis avec mon cœur. Et elle n'est plus une servante. Elle est à la tête de ma fondation, et c'est la femme que j'aime. » Son père s'est moqué. L'amour ne bâtit pas d'empire. La stratégie, oui. Vous vous associez à quelqu'un qui ne sait pas ouvrir les portes, qui ignore les règles de notre monde. Obina se pencha en avant, les mains jointes. Votre monde a peut-être besoin de nouvelles règles. Mais le chef Emeka n'en avait pas fini. Savez-vous combien de relations commerciales cet engagement menace? La famille Nwankwo, le peuple d'Amara, a déjà retiré son investissement du contrat logiciel. Nos alliés à Abuja nous observent. Et si tu l'épouses, je me retirerai aussi. Tous les fonds fiduciaires, tous les biens à ton nom, seront détruits. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Et pendant un long moment, Obina resta silencieux. Puis il se leva. Fais ce que tu as à faire, papa. Mais je ne quitterai pas la seule personne qui m'a montré ce que sont la loyauté, la grâce et la force. Son père le fixa en silence, puis secoua lentement la tête. Tu vas le regretter. Obina sortit de la pièce sans se retourner. Mais le poids de la désapprobation de son père frappa Chidinma comme un coup de poing dès qu'Obina le lui annonça. Il a menacé de te renier, demanda-t-elle doucement, assise à côté de lui sur le canapé du salon. Il a dit qu'il retirerait tout. Obina acquiesça. Et j'ai dit que je te choisirais quand même. Les larmes lui montèrent aux yeux. Tu ne devrais pas avoir à tout perdre pour moi. Il lui tenait la main. Je ne perds rien. Je te gagne. Mais cette nuit-là, tandis qu'Obina dormait paisiblement pour la première fois depuis des semaines, Chidinma restait éveillé, les yeux rivés au plafond, déchiré entre son amour pour lui et la peur écrasante d'être la cause de la perte de tout ce qu'il avait construit. Le lendemain matin, elle était partie. Le mariage était prévu dans 2 semaines. Une cérémonie modeste dans un jardin qu'Obina a tenu à garder privé, loin de la tempête médiatique. Les invitations avaient été envoyées. Le lieu était prêt. La liste des invités s'était réduite à quelques amis de confiance et partenaires fidèles. Mais au fil des jours, Chidinma devenait de plus en plus difficile à joindre. Elle n'était pas revenue au bureau de la fondation. Son appartement était fermé à clé. Son téléphone est tombé directement sur la messagerie. Obina était affolée, mais calme en apparence, refusant de laisser voir sa panique. Puis, le matin du mariage, alors que les invités commençaient à arriver, un mot manuscrit arriva à la porte de sa demeure, remis par un chauffeur de taxi. Obina le déchira d'une main tremblante. On pouvait y lire « Obina, tu es tout ce que je n'aurais jamais imaginé avoir. Mais je ne peux pas te laisser brûler de m'aimer. Je t'ai vu quitter la richesse, la famille, le confort.
Pour quelqu'un qui a un jour lavé tes sols, je ne peux pas être la cause de la perte de ton père. Je t'aime assez pour partir. Shidama. Le monde s'est arrêté. Obina resta silencieux pendant 1 minute. Puis il se dirigea vers sa garde-robe, en sortit une simple chemise blanche et un pantalon, et dit à son témoin, appelez les invités. Le mariage aura lieu. Son témoin cligna des yeux. Mais elle était partie. Obina regarda par la fenêtre. Elle pense me protéger. Mais l'amour, ce n'est pas s'éloigner. C'est rester ferme. Tandis que les invités chuchotaient et attendaient dans l'allée du jardin cet après-midi-là, il n'y avait pas de musique. Pas de mariés. Jusqu'à ce qu'une Toyota Corolla familière dérape dans l'allée et qu'en sorte le chef Emeka. Les invités suivirent. Le père d'Obina parcourut les rangées de sièges, arborant un agbata impeccable et une expression sévère. Il s'approcha de son fils. « C'est vrai ?» demanda-t-il. « Elle est partie à cause de moi. » Obina hocha la tête. Le chef Emeka expira, quelque chose se brisant en lui. « J'ai vu ta mère en elle, tu sais, » a-t-il dit. Fière. Trop fière. Et je pensais que ça la rendait dangereuse. Mais peut-être que ça la rend digne. Il tendit à Obina un morceau de papier plié. Elle est à l'orphelinat qu'elle a aidé à rénover à Enugu. Elle n'est pas allée bien loin. Sans un mot de plus, Obina s'est précipité vers sa voiture, fonçant à travers la circulation de Lagos, le cœur battant la chamade. 3 heures plus tard, il se tenait devant le portail de l'orphelinat, essoufflé, et découvrit Shidama accroupi sous le manguier, racontant une histoire à un groupe d'enfants. Son visage pâlit en le voyant. « Obina » dit-elle, mais il franchit la distance en 2 longues enjambées et s'agenouilla devant elle, là, dans la poussière, devant les enfants, les gardiens et Dieu. « Ne nous fuis plus, dit-il. Tu ne me gâches pas la vie. Tu es ma vie. » Elle a fondu en larmes. « Mais ton père, il m'a envoyé, il m'a interrompu. Il voit maintenant ce que j'ai toujours vu en toi. » Les enfants applaudirent, inconscients de la gravité de ce qu'ils voyaient. Les doigts tremblants, Shidama sortit la bague de sa poche et la lui tendit. « Je ne pouvais pas la jeter, » murmura-t-elle. Obina sourit, le prit et le remit à son doigt. « Alors, marions-nous. » Et ils le firent. 1 semaine plus tard, dans un jardin paisible, entouré d'amis, de sympathisants et même du chef Emeka, Shidama descendit l'allée dans une simple robe ivoire, les cheveux naturellement bouclés, le regard rivé sur Obina. Pas de couverture médiatique, pas de limousine de luxe, pas d'extravagance sertie de diamants, juste un amour sincère et durement gagné. Et lorsque les prêtres les déclarèrent mari et femme, Obina ne se contenta pas de l'embrasser. Il lui murmura à l'oreille, « Merci de m'avoir laissé te porter cette nuit-là. Je te porterai pour toujours. » Et Shidama, les larmes aux yeux et le cœur en paix, crut enfin qu'elle appartenait à ce monde, égal, chéri et aimé.